Imaginez un peu la scène. On rencontre quelqu'un, les regards se croisent, et là, bam, c'est l'étincelle. Le cœur qui s'emballe, la fameuse sensation des papillons dans le ventre. Et on se dit, bah c'est le destin, quoi. Ah, la fameuse magie de l'évidence. C'est ça, ouais. Sauf que, d'après les recherches au cœur de notre exploration d'aujourd'hui, eh bien, ces papillons romantiques, c'est pas du tout un signe du destin. En réalité, c'est notre système nerveux qui est littéralement en train de hurler au danger. Ouais, c'est une entrée en matière qui brise pas mal d'illusions, on est d'accord. Mais c'est fondamentalement vrai d'un point de vue neurologique. Ce qui est fascinant ici, c'est le paradoxe dans lequel notre société s'est enfermée. C'est-à-dire, Eh bien, on n'a jamais eu autant d'outils, tu sais, des applis, des algorithmes ultra poussés pour connecter les gens entre eux. Et pourtant, en parallèle, il y a une véritable épidémie de fatigue relationnelle, une usure très profonde. ah ça, c'est clair, l'épuisement des applis de rencontre, c'est un vrai sujet. Totalement. Et la culture populaire a vraiment vendu ce mythe de l'amour qui coule de source, tu vois. Cette idée toxique que si c'est la bonne personne, ça devrait être fluide, sans le moindre effort. Sauf que ce mythe, il nous prépare direct à l'échec dès le premier obstacle. Et c'est exactement pour ça que je suis ravie qu'on plonge dans nos sources du jour. On analyse le travail de Florentine Dodnois-Wang, qui est thérapeute de couple depuis une quinzaine d'années. Une expérience clinique énorme, oui. Mais ce qui est fou, et ce qui rend son approche hyper pertinente, c'est son histoire personnelle. Elle raconte que, alors qu'elle était déjà thérapeute, avec tout le bagage théorique, elle a traversé une crise de couple monumentale à la naissance de son troisième enfant. Comme quoi, la théorie, ça a ses limites. Mais carrément. Elle dit que toute sa science s'évaporait dès qu'elle était dans la même pièce que son partenaire. Elle appelle ça une vraie bouillie relationnelle. C'est un terme génial, la bouillie relationnelle. Et je tiens à dire que le but de notre analyse aujourd'hui, c'est pas du tout de juger comment les gens s'aiment. La mission, c'est de décoder la mécanique pure et dure de l'attachement. De soulever le capot, en fait. Exactement. Comprendre pourquoi on choisit irrémédiablement certains partenaires et comment ce qu'elle appelle l'intelligence amoureuse peut transformer un couple chaotique en un vrai laboratoire de croissance personnelle. Et franchement, qu'on soit en couple depuis 20 ans, célibataire, à chercher à comprendre ses propres schémas, ou juste passionné de psycho, il y a des clés qui bouleversent tout. À commencer par cette idée du hasard. Ah oui, le grand mythe. Le matériel source dit texto qu'on ne tombe absolument jamais amoureux par hasard. Le coup de foudre, c'est pas le cosmos, c'est juste un choc du système nerveux. Mais comment notre cerveau fait pour scanner 1000 personnes et se dire en une seconde, c'est lui ou c'est elle? Pour comprendre ça, il faut faire un petit bond dans le passé, à la petite enfance. Genre, tout vient de l'enfance, classique. Un peu, oui. Le cerveau d'un nourrisson, il est ultra malléable. Et il va prendre ce qu'on pourrait appeler des photos de ceux qui s'occupent de lui, des photos émotionnelles, sensorielles. Nos parents, en gros. Voilà, les figures d'attachement précoce. Et on grandit et on se promène avec cet album photo inconscient gravé dans le système nerveux. Donc, quand ton radar croise quelqu'un, il cherche direct des correspondances avec ses photos. Ah, je vois. Développons un peu ça. C'est un peu comme si notre cerveau infantile avait forgé une serrure super spécifique basée sur nos parents, et toute notre vie d'adulte, on cherche aveuglement la clé exacte qui rentre dedans. C'est une très bonne analogie. Si l'enfance c'était de la tendresse, tu reconnais la tendresse. C'est le sentiment de rentrer à la maison. Waouh! Donc on répète nos erreurs consciemment. Pas consciemment, non. Le système nerveux autonome s'en fiche de ce qui est sain. Sa seule boussole, c'est ce qui est familier. Parce que pour un cerveau reptilien, ce qui est familier est prévisible, et le prévisible assure la survie. Donc on préfère un chemin pourri qu'on connaît plutôt que l'inconnu qui fait peur? Exactement. Même si le chemin mène à des relations foireuses à répétition. C'est pour ça qu'il est vital de faire le ménage en soi, si on a eu des figures d'attachement maltraitantes. Sinon, c'est notre inconscient qui choisit notre partenaire de vie à notre place. C'est vertigineux quand on y pense. Notre libre arbitre est complètement court-circuité. Mais bon, disons qu'on passe ce fameux choc nerveux, les paillettes des premiers mois finissent par retomber et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, la fameuse transition. Dans les sources, il y a cette citation d'Éric Emmanuel Schmitt qui m'a scotché. Il dit « On commence à aimer quand on cesse d'être amoureux ». Cela soulève une question importante sur ce qu'est vraiment l'amour. Bah oui, parce que ça veut dire que le début, les premiers mois, c'est du fake. C'est pas un mensonge volontaire, mais c'est une projection, oui. Au début, tu connais pas l'autre, donc tu aimes un fantasme. Tu aimes l'idéal que tu projettes sur cette personne. Le fameux état où on ramperait dans la boue pour un SMS. C'est ça. Mais un jour ou l'autre, la réalité frappe. L'autre révèle ses petites manies, ses défauts, l'idéal s'effondre. Et c'est là que la vraie relation commence, en fait. D'où la distinction super importante que fait la thérapeute entre deux verbes qu'on confond tout le temps, aimer et relationner.
Moi-même, je pensais que c'était pareil, tu vois. Beaucoup de gens le pensent. Mais aimer, c'est notre nature profonde. C'est un sentiment qui jaillit spontanément. On ne contrôle pas. Tu peux aimer profondément quelqu'un, mais être incapable de vivre avec. Ah ouais, c'est vrai ça. Par contre, relationner, c'est une compétence. C'est un artisanat qui exige de l'intelligence amoureuse, de la réparation, des choix conscients. Ça rend le truc moins romantique d'un coup? Peut-être, mais c'est réaliste. Et ça donne un droit fondamental. Si relationner est un choix quotidien, l'amour ne suffit pas à sauver un couple. Et on a tout à fait le droit de déchoisir une relation si la réalité ne nous convient plus. C'est pas un échec, c'est un chemin. J'adore cette idée de s'autoriser à déchoisir sans culpabiliser. Mais pour y arriver, il faut vraiment déconstruire pas mal de mythes toxiques. Et la source en détruit 3 de manière assez magistrale. Commençons par le premier, on l'a un peu évoqué. Les fameux papillons dans le ventre. Le mythe ultime d'Hollywood. Ah, la belle arnaque. Si tu ressens ces papillons, physiologiquement, c'est ton corps qui dit danger. C'est pas glamour du tout. Attends, vraiment? C'est juste du stress. Honnêtement, c'est le système sympathique qui se met en alerte face au chaos émotionnel. Si ça dure des mois, c'est très souvent le signe d'une relation sous emprise. Quelqu'un qui te souffle le chaud et le froid, ça te maintient dans un état d'hypervigilance. C'est ouf de confondre l'angoisse et la passion. Et le deuxième mythe, alors là, ça va piquer. C'est l'idée qu'il faut absolument tout se dire dans un couple. La surcommunication. La source parle de ces couples épuisés avec des oreillers gonflés de larmes après des nuits entières d'explications. Ouais, l'injonction à la communication à tout prix, on oublie que la parole peut être une arme de guerre. Comment ça? Pour avoir raison. Exactement. Argumenter pendant des heures pour prouver que l'autre a tort, ça crée de la déconnexion. Le but d'un couple, c'est pas d'avoir un bon débit de parole ou de gagner un débat, c'est de se connecter à l'autre. La connexion avant l'explication, je note. Et alors, le troisième mythe, c'est celui qui m'énerve le plus. La phrase bateau qu'on voit partout sur Insta. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Je vois très bien pourquoi ça t'énerve. Mais c'est d'une cruauté incroyable. Surtout pour les gens qui ont eu des traumatismes d'enfance ou qui se détestent. C'est leur dire « Reviens quand tu seras réparé tout seul dans ton coin ». Si nous relions cela à la situation dans son ensemble, c'est un non-sens biologique. On est des mammifères sociaux, c'est dans le lien que la blessure s'est créée pendant l'enfance, et c'est dans le lien qu'elle doit guérir. Donc le couple, c'est le laboratoire parfait pour ça. Tout à fait. C'est là qu'on répare l'attachement. Exiger que l'autre soit parfaitement sain avant de s'engager, c'est absurde. Ok, donc le couple est un laboratoire de guérison. Mais concrètement, le mardi soir, sous la pluie, quand on est crevé en rentrant du boulot, comment on fait pour que ce laboratoire ne prenne pas la poussière avec la routine? C'est tout le défi du quotidien, oui. Il y a cette anecdote incroyable dans le texte, sur le musée de la piscine de Roubaix. L'auteur explique qu'elle habitait juste à côté de ce musée magnifique. Pendant des années, elle s'est dit « Oh, j'ai le temps, c'est la porte à côté, j'irai un autre jour ». Et devine quoi? Elle a déménagé sans jamais y aller. Exactement. Et elle utilise ça comme analogie pour le couple. Parce que l'autre est là, sur le canapé. On se dit qu'on a tout le temps de s'en occuper plus tard. Et on laisse la relation mourir d'évidence. C'est très juste. C'est pour ça qu'il faut des méthodes très concrètes. Par exemple, les travaux de l'Institut Gottman sur le baiser de 6 secondes. Ah oui, j'ai lu ça, mais pourquoi 6 secondes? C'est précis quand même. C'est de la pure science. Un bisou en coup de vent de 2 secondes, le cerveau l'enregistre même pas. Mais à partir de 6 secondes, il y a un shift physiologique. Un shift genre les hormones? Voilà, ton cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et fait baisser le cortisol, l'hormone du stress. Tu envoies un message à ton corps qui dit « La chasse est finie, je suis en sécurité dans ma grotte avec mon partenaire ». C'est dingue qu'un truc aussi simple puisse avoir un effet chimique réel. Et toujours dans le concret, les sources parlent des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Un grand classique de la thérapie de couple. Les cadeaux, les services rendus, les paroles valorisantes, les moments de qualité et le toucher physique. Mais franchement, si moi je parle le langage des cadeaux, et mon mec celui des services, c'est pas épuisant de devoir constamment traduire son amour? Non, parce que c'est comme accorder 2 fréquences radio. Imagine, ton partenaire tond la pelouse, répare ta voiture, règle la paperasse. Pour lui, il est en train de te hurler « Je t'aime ». Ouais, mais si moi j'attends des poèmes, je l'entends pas. Exactement. Et tu vas lui reprocher de pas t'aimer. C'est un drame parce qu'il y a un amour immense qui passe à la trappe juste pour un problème de dialecte. Donc s'accorder sur les langages, c'est vital. Mais parfois, les petites disputes du quotidien cachent des trucs beaucoup plus profonds. Et ça nous amène au concept de psychotrice. Ce mot est génial. La contraction de psychiatrie et cicatrice, oui. Laissez-moi vous raconter l'anecdote du texte, elle est parfaite. 2 voitures différentes vont à une fête de village.
Voiture A, la femme dit à son mari « Ah, le panneau est là, faut tourner ». Le mec répond « Cool, ah merci, j'avais pas vu ». Fin de l'histoire. Tout va bien. Voiture B, même situation exacte, la femme dit de tourner. Et là, le mari explose de rage. « Mais arrête de tout contrôler, tu m'étouffes !» C'est complètement disproportionné. Et pourtant, ça s'explique très bien. Les disputes sur le GPS ou sur les chaussettes sales, ça ne parle jamais du GPS ou des chaussettes. Ah ouais, ça parle de quoi alors? Des blessures d'infrance. Dans la voiture B, l'homme a peut-être eu des parents ultra contrôlants, étouffants. Quand sa femme lui donne une directive innocente, ça agit comme un détecteur de métaux qui bip sur son ancienne cicatrice, sa psychiatrice. C'est comme s'il entendait la voix de sa mère en fait. Son cerveau se met en mode survie, il se sent menacé, et il attaque. S'ils ne comprennent pas ça, ils vont s'engueuler toute leur vie pour des détails logistiques. Franchement, ça donne envie d'être hyper indulgent avec les réactions bizarres de son partenaire. Mais vivre sur des œufs comme ça doit tuer le désir, non? Parce que le désir, c'est tout un autre chantier. Surtout avec l'injonction de la société qui nous dit qu'il faut rester sexy et performant à tout prix en vieillissant. La lingerie, la salle de sport, tout ça. Voilà. Alors que la source propose de remplacer cette recherche épuisante du désir spontané par l'anticipation du plaisir. L'anticipation du plaisir, c'est-à-dire... Ça veut dire créer une intimité où on met à jour le mode d'emploi du corps de l'autre. Le corps change, les besoins aussi. Savoir qu'on va passer un moment chaleureux et complice sans pression de performance, ça permet de maintenir l'intimité sur la durée. C'est vachement plus déculpabilisant, je trouve. Et j'imagine que c'est quand on perd ce mode d'emploi, quand on se déconnecte, que la porte s'ouvre pour l'infidélité. C'est le grand risque, oui. Et sur ce point, l'analyse fait une nuance cruciale. L'infidélité, ça ne commence jamais au moment où on passe à l'acte. Ça commence bien avant. Oui, ça commence par des micro-choix. Ne pas effacer un vieux message Facebook d'un ex, répondre avec un ton un peu trop ambigu à un collègue. C'est une pente douce. L'intelligence amoureuse, c'est donc de mettre un stop avant d'arriver au point de non-retour, où le cerveau est trop shooté à la dopamine. Exactement, parce qu'une tromperie dans un pacte monogame, c'est un véritable trauma d'attachement. L'analyse décrit 3 réactions possibles face à ça. La première, j'imagine, c'est on casse tout et on se sépare. Voilà, la rupture. La deuxième, c'est la pire à long terme, la survie hypocrite. On met tout sous le tapis, on n'en parle plus, mais la relation est empoisonnée par la rancœur. Et la troisième? La vraie réparation. C'est très douloureux, mais c'est une remise en vie. Comprendre la faille qui a permis ça, sans pour autant excuser l'acte, et recréer un couple nouveau, souvent beaucoup plus fort. Encore faut-il avoir un pacte solide à la base. Et justement, le mariage ou l'engagement, c'est pas une garantie contre ça, c'est censé être un espace de sécurité. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a des questions incontournables à poser avant de s'engager. Genre, on n'est pas obligé d'aimer la même musique, mais il y a des piliers non négociables. La vision de la monogamie, par exemple, ou le désir d'avoir des enfants. On peut avoir des valeurs politiques différentes, c'est la tolérance qui compte. Mais on ne peut pas faire de compromis sur la structure fondamentale de la relation. C'est sûr. Si l'un veut le polyamour et 3 enfants et l'autre une vie exclusive sans enfants, l'amour suffira pas. Bon, alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment on évalue notre propre couple là-dedans? Il y a un super test proposé pour les jeunes couples à 3 mois de relation environ. Le test de la tempête, c'est ça? Oui. Au lieu de regarder les paillettes, demande-toi quand la tempête va frapper, parce qu'elle va frapper, et que vos psychiatres vont s'entrechoquer, est-ce que cette personne voudra te donner la main pour analyser le problème ensemble? C'est un filtre ultra puissant. Et pour les vieux couples, il y a l'image du robinet d'amour. Est-ce qu'on a laissé le flux de tendresse couler, ou est-ce qu'on l'a fermé d'un quart de tour à chaque petite rancune non dite? Jusqu'à ce que plus rien ne sorte. Et la question ultime, la question miroir que pose la thérapeute, elle fait vraiment réfléchir. Ah oui, je l'ai adorée celle-là. Est-ce que c'est la fête d'être mon amoureux ou mon amoureux? C'est dur, hein? Ça oblige à regarder la poutre dans son propre œil, ses propres rigidités, avant de critiquer la paille dans l'œil de l'autre. C'est tellement facile de juste se plaindre de son partenaire. Mais bref, tout ça m'amène à une réflexion finale assez dingue, bâtie sur tout ce qu'on vient de dire. Je t'écoute. On l'a vu, notre système nerveux est programmé par l'enfance pour chercher l'intensité, le drame, le familier. Et aujourd'hui, on vit dans une société avec des applis qui monétisent ça, qui nous gardent dans cette chasse au premier frisson à l'infini. La nouveauté perpétuelle, le swipe sans fin, ouais. Du coup, je me dis peut-être que l'acte de rébellion le plus puissant au XXIe siècle, c'est plus la liberté absolue et de changer de partenaire tous les mois, mais c'est une décision presque punk. La décision punk de la routine. Exactement. Installer une routine intentionnelle, délibérée, avec une seule personne, et décider d'explorer en profondeur tous ces mystères, malgré les crises. Franchement, c'est ça la vraie révolution aujourd'hui.